Mehdi, comment vas-tu? Ça va bien, ça Ouais. va bien. Ah, tu es à Cotonou depuis quelques jours pour un séminaire de formation. Comment ça se passe? Super, on a beaucoup travaillé. Un début de semaine vraiment très dense, très chargé, avec des participants hyper motivés, donc ça c'est agréable. Et puis là c'est la première après-midi où on peut un peu souffler, faire des visites. Ça fait aussi du bien de prendre la température avec vraiment le Bénin et la nature. Là, nous sommes juste en face de la place de l'Amazone. L'Amazone qui est vraiment un soft power pensé par le gouvernement en place pour une forme de reconquête de l'histoire patrimoniale du Bénin. Comment ça te fait de te retrouver justement devant le symbole de la bravoure féminine? Oui, c'est vrai que j'en avais entendu parler de cette statue qui a été érigée il y a quelques temps. Mais je n'avais pas eu l'occasion de venir la voir il y a un an sur mon dernier voyage au Bénin. Donc je suis émue parce que ça fait vraiment partie d'un vrai symbole. C'est vrai que quand j'ai appris un peu l'histoire du Bénin, la figure des Amazones, forcément en tant que femme, c'est quelque chose de très valorisant de se dire qu'il y a eu une époque, les femmes étaient presque disons, à l'égal des hommes dans le combat. Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose d'assez émouvant. Et surtout dans ces tendances-là en ce moment, où on est beaucoup sur ces thématiques d'égalité, de femmes qui essayent aussi de beaucoup évoluer dans leur place dans la société. Tu as été quand même sportif de très haut niveau, tu as joué au hand, capitaine de l'équipe de France. Quand on a fait tout ce parcours, surtout quand on est le fruit ou le produit, on va dire finalement, de deux cultures, de deux civilisations, comment est-ce qu'on se sent dans la société, surtout lorsqu'on vit en France et qu'on a des origines béninoises? C'est une chance, j'ai toujours été très très fière du fait d'être métisse, d'avoir un papa béninois, de venir découvrir aussi mes racines. C'est vrai que j'ai grandi, j'ai été j'ai été vraiment baignée dans ces deux cultures. C'est une fierté parce que je pense qu'on développe beaucoup de capacités d'adaptation de par ces deux cultures qui sont complètement différentes. Et du coup qui parfois s'entrechoquent, mais aussi quand on arrive à bien jongler entre les deux, ça peut vraiment faire une force. Et je sais que dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, ça a eu des résonances qui m'ont beaucoup aidé dans la vie, justement sur cette capacité d'adaptation qu'on retrouve aussi beaucoup chez les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que ça te fait de revenir au pays? J'ai toujours ce souvenir, la première fois que je suis venue au Bénin, c'était vraiment particulier. Tu avais quel âge? Je suis venue assez tard, j'avais 23 ans. D'accord. La première fois que papa m'a amenée ici. Et je me souviens qu'on était arrivé par Lomé, on avait fait toute la route jusqu'à Ouida. D'accord, toute la côte? On est vraiment, notre famille, notre maison familiale, elle est à Ouida. Donc j'avais les récits de papa depuis des années, mais j'avais jamais vraiment vu. Et quand j'ai fait ce voyage-là, c'était un peu comme si je tombais amoureuse de quelqu'un. Quand j'ai vu plein de choses, j'ai découvert petit à petit, j'avais envie de tout goûter. Papa voulait me faire tout goûter. J'ai vu la route, j'ai vu... Ça, ouais, je sais pas, ça m'a touché vraiment profondément au cœur parce que j'ai trouvé magnifique. Donc j'ai eu ce petit coup de foudre avec la terre, avec les gens, en découvrant aussi la famille, les racines qui sont hyper présentes, la différence de culture. Papa est décédé il y a 3 ans maintenant. Et donc je pense qu'il serait aussi assez fier de me voir là, venir travailler, venir contribuer au développement du handball béninois. C'est lui qui m'a donné le goût, je pense, du Bénin, le goût de l'Afrique. Et voilà. Quand tu es rentré, ça a matché tout de suite ou il a fallu que tu aies un moment d'adaptation d'abord? Non, je pense que c'est assez simple. Les Béninois sont quand même super accueillants. Ça m'a même beaucoup touché, la générosité, l'accueil de personnes proches, mais aussi même dans la rue. Parfois, il y a ce côté quand même positif. Parfois, on peut sentir du racisme en Europe parce que même si je suis métisse, on me voit plutôt comme étant d'origine africaine. Depuis des années, ça avait souvent été comme ça. Et puis quand je suis arrivée là, on m'appelait Yovo, donc tu es tiraillée entre... à quelle place. Mais je me dis bon, bah, là-bas, je suis pas vraiment trop noire pour être blanche, voilà, et trop blanche pour être noire. C'est ça. Donc j'étais un petit peu offusquée. J'avais une amie française, donc blanche de couleur, qui était venue.
Et là, je me suis dit, là, vous avez vu quand même la différence. Donc là, je suis contente parce que je me sens aussi vraiment béninoise, même si j'ai pas grandi complètement avec la culture au quotidien d'être ici. J'ai dans le cœur, je pense, cet amour du Bénin et de la terre et de tout ce qui peut être véhiculé aussi ici. Alors, revenons justement à ta carrière de handballeuse qui a quand même été énorme. Tu commences ta carrière en 98. Quand j'étais en sport-études, derrière, j'ai intégré le club phare donc, de la région lyonnaise, qui était à la Sulvon-en-Velin en première division. Donc, j'ai joué juste une année en deuxième division parce que le club est descendu. Et puis après, on est remonté. Donc, de toute ma carrière, j'ai toujours été en ligue professionnelle, dans des équipes de D1, à part une saison des deux. Et toi, tu as toujours voulu faire du handball ou comment est-ce que tu as rencontré, on va dire ainsi, le hand? Ouais, alors c'est presque inédit finalement que je fasse du hand parce que j'ai grandi à la montagne, donc là complètement contraste avec le Bénin. Il y avait la neige l'hiver, je faisais du ski, donc et dans cette partie, dans cette petite ville de Haute-Ville qui s'appelle en montagne, il n'y avait pas de handball. Et c'est par le biais de l'école, en fait, à l'UNSS, où j'ai commencé à faire du hand et où on a bien marché avec l'équipe du collège, quoi. Et là, je me suis fait repérer. Et puis après, ils ont créé une année, un club. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer. Ils ont créé une équipe de minimes, alors que dans ma ville, il n'y avait pas du tout de handball. Et donc, j'étais assez âgée, j'avais 14 ans. La plupart des handballeuses, elles commencent très 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 jeunes, donc 14 ans, c'était mes tout débuts. J'ai été recrutée en sport-études, donc je suis partie vraiment d'une base où j'étais la plus nulle, la plus mauvaise, quoi, vraiment. J'ai repris toutes les bases. Tu es quand même un peu trop dur avec toi. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. J'ai repris toutes les bases, je faisais des choses basiques pour me remettre à niveau. Mais j'étais motivée de progresser, de franchir les étapes, jusqu'à finir en équipe de France et vivre des aventures extraordinaires. Et justement, tu fais quand même bien d'en parler. Tu étais en sport-études, tu as fait du handball et parallèlement, tu étais en train de poursuivre ton cursus scolaire. Tu as fait le lycée, tu as fait l'université, tu as fait même un DESS en sociologie. Là, j'ai affaire à une intello finalement. Alors, j'avais cette condition libératoire pour moi. Si je voulais, et ce qui était un objectif, que je gardais un peu secret au départ, d'être internationale et d'être peut-être joueuse professionnelle, il fallait que je me sente libre et d'avoir un bagage scolaire, pour moi, c'était ultra important. Avec un papa béninois, en général, les études, c'est important. C'est important de faire des études. Donc, je le savais et j'avais ce point d'honneur pour moi, avant de me lancer professionnelle, d'avoir ce bagage-là en me disant je peux subir une blessure à tout moment et donc je veux quand même avoir quelque chose et pas être en difficulté. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire mes études. J'ai toujours beaucoup aimé l'école. Et donc c'était logique pour moi de tout finir dans la foulée et donc d'avoir mon master en sociologie pour travailler dans le développement local à la base. Tu as fait quand même toutes tes classes également au handball. Tu as quand même fait une carrière assez correcte. Tu jouais pivot? Oui. Pivot, c'est quoi pour les téléspectateurs au hand? Alors, oui, pivot au handball, c'est vraiment le joueur ou la joueuse qui aime le combat. Il est à l'intérieur de la défense, il joue des coudes, il essaye de créer des situations pour ses partenaires. Donc il y a quand même ce courage aussi d'aller créer des situations. C'est un peu comme au basket, celui qui joue à l'intérieur, qui est très 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 costaud. Donc au hand, il y a cet aspect-là et en même temps il faut beaucoup d'agilité pour attraper les ballons à une main, se retourner, pivoter justement, c'est pour ça qu'on s'appelle pivot, se pivoter face au but et puis aller inscrire des buts derrière. C'est un rôle très important mais un rôle aussi de l'ombre en retrait que j'aime bien aussi parce que c'est vrai que j'étais, je pense, un leader combat dans l'équipe de par aussi ce rôle-là et ce poste de jeu. Et tes performances t'ont conduit jusqu'en équipe de France? J'étais pas complètement à fond dans le sport. Et le jour où je me suis lancée professionnelle, donc à 23 ans, l'année d'après, j'ai été appelée en équipe de France. À 24 ans. Donc j'avais jamais fait de stage jeune, de sélection, tout ça, donc ce qui est très rare de passer entre les mailles des sélections. Et donc j'avais 23 ans et quand je me suis lancée complètement à 100% dans le sport, en un an, j'ai été repérée par l'équipe de France, donc j'ai été appelée pour la première fois. J'avais, non, 2 ans après être pro, j'avais 25 ans. Donc ce qui est très très tard pour une première sélection. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. C'était une joie,
immense. Ça faisait 8 ans que j'avais un petit peu ce rêve dans le cœur. Pour toi, c'était Donc, l'aboutissement d'un parcours quand même? C'était quelque chose de fort. Et en plus, la première sélection, elle avait lieu à Lyon, donc ma ville où j'ai fait mes études. Chez moi, ma famille allait pouvoir venir. Donc j'étais extrêmement heureuse, quoi. Avec l'équipe de France, tu as connu quand même des hauts et des bas. Tu as été capitaine de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça fait d'être capitaine de l'équipe de France? C'est vraiment particulier, c'est vraiment une fierté de se dire, une fierté et aussi une responsabilité. À l'époque, je le prenais vraiment comme ça. Après, c'est quelque chose en général qui se fait quand même assez naturellement. Le fait d'avoir cette entente avec pas mal de filles, d'arriver à vouloir rassembler les gens, j'avais un petit peu ça quand même toujours un peu ancré. Mais l'équipe de France, oui, c'était quand même une étape particulière. Porter le brassard, la Marseillaise, les filles qui défilent, il y avait tout ça. Et puis de vivre des aventures aussi incroyables, qu'on soit capitaine, mais même sans être capitaine, porter le maillot de l'équipe nationale, essayer, on se dit, il y a des milliers d'autres jeunes filles qui aimeraient être à notre place. Donc on sent quand même dégager une image qui correspond aussi à une identité nationale qui est très forte et qui est valorisante et en même temps qui fait vraiment plaisir. Et de voir aussi que le handball français quand même vit beaucoup, que ce soit du côté des dames comme du côté des hommes. On a connu les SPR qui sont devenus après les indestructibles. Est-ce que quelque part derrière, on a cette pression de dire « Ah ouais, il faut faire aussi bien que les hommes déjà » ? Non, il y avait en fait justement derrière la locomotive masculine cette envie aussi de faire des résultats, sachant que la fédération a toujours autant investi sur les femmes que sur les hommes. Donc on avait les moyens. Après, il fallait qu'on passe le cap aussi d'arriver à glaner des médailles. Donc pendant les années, il y a eu une médaille d'or chez les filles en 2003. Et puis après, on a réussi à avoir quelques médailles d'argent avant là, de voir l'explosion sur les dernières années. Mais c'était un travail de longue haleine pour arriver à ces médailles-là. Et c'est vrai que là, la fédération béninoise essaye aussi de développer le handball béninois. Alors peut-être que là, ça paraît à des années-lumière, mais avec le temps, ça finit par prendre, avec une génération jeune sur laquelle on investit. Et puis de petit à petit, peut-être, et j'espère que le destin du handball béninois prendra aussi un chemin positif sur les années à venir. Et puis, vous êtes avec l'équipe de France, donc 2 fois de suite vice-championne du monde. Oui. Chaque fois, il manquait de tout petit peu pour que vous soyez championne du monde. Est-ce que, avec du recul, tu as des regrets de n'avoir pas été championne du monde? C'était vraiment un rêve énorme d'être championne du monde. Je trouvais que, waouh, championne du monde, c'était quelque chose de fou. Bon, on a échoué 2 fois. Après, quand je suis passée à ce rôle de consultante, donc de commentatrice télé, et qu'en 2007, elles ont réussi à avoir ce titre, je me dis que ces échecs-là, d'être passé plusieurs fois sur cette deuxième marche, c'était des étapes que les autres ont réussi après à convertir. Voilà, bon, quand on fait un jeu collectif, qu'on est plusieurs dans une équipe, c'est vrai qu'on se donne à 100%, mais ça fait partie, les échecs, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Voilà, non, j'ai pas énormément de regrets. Peut-être le plus gros, c'est de ne pas avoir participé aux Jeux Olympiques, alors que ça faisait partie d'un de mes rêves de gamine. Justement, ouais. En 2012, tu étais encore capitaine de l'équipe de France. Les JO de Londres, tu n'as pas été sélectionné. Il y a eu une cassure, une fracture à ce niveau-là, forcément. Mais tu connais tout, tu t'es bien renseigné. Oui, ça a été pour moi une des choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre. Parce que je faisais partie de l'équipe depuis un long moment, on avait ce projet-là ensemble et que on m'a coupé les ailes à ce moment-là, mais c'est un peu toujours, je dirais comme ça, en même temps, se servir de ces échecs. Je m'en suis servi comme d'un tremplin pour faire autre chose et il s'est avéré que c'est ce métier de consultante puisque comme j'ai pas participé aux Jeux Olympiques, beIN Sport m'avait appelé à l'époque, m'a demandé si je voulais commenter et j'ai un plaisir immense et une passion immense pour moi de commenter les matchs. Donc je me dis que ça a été une occasion finalement d'aller voir ailleurs, de faire autre chose et puis d'en faire ma reconversion professionnelle au final. Et comment tu as vécu justement cette période, ce moment où c'était peut-être le combat ou l'aboutissement d'une vie, de handballeuse. Tu te disais, ouais, les JO, on allait peut-être finir en beauté. Et puis surtout de voir que les 2 échecs lors des championnats du monde allaient peut-être servir de tremplin pour être plus forte pour les JO. Et tu apprends finalement que tu n'as pas été sélectionnée. Oui. Alors, je vais revenir sur ce moment-là. Sincèrement, je pense que je suis passée par tous les états.
j'ai eu un déferlement émotionnel lorsque je l'ai appris. D'abord, j'étais choquée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, il y a eu le choc, il n'y a pas eu d'explication, donc ça, c'était aussi compliqué. Et puis, après, je suis passée par la colère, je suis passée par la tristesse infinie, je suis restée couchée une semaine au lit. Et puis, j'ai perdu même confiance. Et là, à ce moment-là, oui, parce que si vous n'êtes pas sélectionnée, vous dites que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez bonne, donc vous vous remettez en question. Et finalement, vous faites un amalgame entre l'échec de votre projet, de votre action, et la mise en cause de votre propre personne. Alors qu'en fait, ça n'aura rien changé. J'étais toujours la joueuse avec le haut niveau dans lequel j'étais avant. Enfin, ça n'a pas changé. Et souvent, on a cette tendance, dans les échecs, à peut-être se remettre en question, alors que bon, c'était pas le cas. Mais je suis passée par ces étapes, comme quand on vit un deuil de la perte de quelqu'un. Moi, j'ai eu toutes ces étapes à vivre. Et puis après, comme le sportif a l'habitude de se relancer et de rebondir, c'est ce qu'on fait au quotidien. À chaque fois qu'on rate un tir, à chaque fois qu'on rate une compétition, je suis repartie de l'avant. J'ai touché le fond, mais je suis retournée sur le terrain avec fierté petit à petit en reprenant confiance. Et une année après, j'ai été sélectionnée pour faire, avec un sélectionneur différent, le mondial en 2013. Donc j'ai pris un petit peu ma revanche aussi. Et puis j'ai retrouvé le désir aussi d'aller sur les préparations un peu à la Rocky Balboa, à aller m'entraîner à la montagne. Ça m'a remotivée, quoi. Donc ça fait partie de la vie. Est-ce que tu en as voulu au sélectionneur de ne t'avoir pas pris en 2012? C'était dur, certes. Mais je garderai toujours une cicatrice. Maintenant, elle est fermée. Vous êtes reparlé depuis lors? Oui, on peut aller au restaurant maintenant. On discute sur les terrains. Ça a été dur pendant des années, je ne vais pas le cacher. Mais est-ce qu'il t'a expliqué la raison après? Non, c'est ça qui avait été difficile. Bon, il n'a pas. C'était un choix. Quand tu décides de ne pas sélectionner la capitaine de l'équipe de France, tu lui dois quand même des explications. Ça me permet de rebondir sur un point particulier. C'est vrai qu'en France, parfois, il y a cette difficulté. Et alors que ça fait partie du rôle de manager d'expliquer dans les moments difficiles certaines choses. Et pour moi, il y avait la joueuse, mais il y avait aussi le côté humain. Et donc, ça peut paraître inhumain, justement, de ne pas rentrer dans le fond de certaines explications. Et quand on est manager, je trouve qu'il ne faut pas s'échapper dans ces moments-là. Il faut aussi affronter les moments difficiles. Je pense que ce n'est pas facile de dire les choses qu'on pense, mais voilà, ça fait partie du rôle. Alors Amélie, il y a eu ce rendez-vous un peu manqué de la Slovénie. D'abord, tu t'es expatriée en Espagne, tu as pris du bonheur, tu es revenu en France et tu tentes une dernière aventure en Slovénie à 32-33 ans. Et ça ne te passe pas bien, forcément. Oui, j'avais même 34, 35, c'était vraiment à la fin. J'ai pas réussi à trouver une dernière transition avec le club de Paris dans lequel je jouais. Et j'avais l'impression d'avoir encore ce désir de faire une dernière année. J'avais envie, et c'est, je pense, pour tout le monde, et je le considère vraiment, une sorte de liberté de choisir à quel moment on souhaite arrêter sa carrière. J'avais pas envie qu'on me l'impose. Et moi, je sentais que j'en avais encore un petit peu sous la basket pour faire une dernière saison en Ligue des Champions, parce que j'avais jamais vécu cette compétition et je trouvais ça intéressant. Donc j'avais vécu l'Espagne et là je partais dans un pays yougoslave complètement différent. C'était une expérience. Après j'ai commencé à avoir des signaux aussi physiques qui me disaient mon corps commençait à fatiguer, la cheville, tout ça, le dos. Donc j'ai dit oui, c'est là, ton corps te montre que bon, tu auras peut-être une vie après, c'est peut-être le moment aussi. J'ai mon conjoint qui m'attendait, j'étais à l'étranger. Et puis dans le club, c'est la seule année où j'ai l'impression d'avoir rien appris au niveau du handball. Et puis j'avais pas envie de finir aigrie du handball, j'avais envie de finir sur une note où j'aimais encore énormément le hand. Donc je me suis dit c'est le déclic. Je suis partie en cours d'année parce qu'il y a eu des salaires impayés et j'avais pas envie de pousser plus que ça. Je suis rentrée. Et puis après, on m'a proposé d'être consultante. Voilà. J'ai eu par contre encore une fois cette fameuse courbe de deuil difficile, d'arrêter quelque chose que j'aimais. Je suis restée triste d'avoir arrêté parce que c'est difficile de se dire qu'on ne va plus avoir ces émotions énormes qu'on a pu vivre dans le sport. Mais voilà, c'était le moment pour moi et je pense que je l'ai compris quand j'étais en Slovénie. Et puis depuis lors, tu es passé à autre chose. Tu es désormais consultante pour BeIN, pour Plein-Chain. Tu t'épanouis dans cette nouvelle vie que tu vis aujourd'hui? Épanouie, c'est vraiment le mot. Je pense que c'est difficile de comparer. J'ai l'impression d'avoir une chance extraordinaire d'avoir vécu ma vie sportive de haut niveau. Et là,
vivre professionnellement de sa passion, encore une fois, au travers du commentaire que je trouve mais vraiment passionnant et pour l'instant je ne m'ennuie pas du tout, au contraire. Je travaille avec plusieurs télés, après j'ai ouvert sur le champ des garçons, maintenant je fais même des formations, des médias training, donc là consultant journaliste, mais je le fais aussi avec des joueuses. Et il y a plein de collaborations différentes que j'adore et c'est un métier qui est extraordinaire, de voyager, de commenter. De découvrir de nouveaux horizons. Oui, de découvrir de nouveaux horizons. Et puis, il n'y a plus, en cas de défaite, des tristesses. Nous, ça a beaucoup de recul. Ça gagne, voilà, ça avec du recul. Donc, franchement, je suis hyper épanouie dans ce métier. J'ai beaucoup de plaisir. On dit de toi que tu es vraiment très généreuse, que tu donnes beaucoup de toi. Peut-être que tu la tiens aussi de ta maman, qui est responsable au Resto du Cœur. Syndicaliste aussi. Tu es dans la revendication. Voilà, là, t'as vraiment bien fouillé. Oui, ma maman, c'est vrai, ça me met un petit peu les larmes aux yeux parce que c'est quelqu'un, oui, qui a toujours été très, très, très engagé. Et je pense qu'elle m'a donné cette fibre-là parce qu'au départ, je me destinais plus, après ma carrière, à être dans le social. J'ai tenté un peu, au final, je finis plus dans le côté médiatique et la communication. Mais c'est vrai que, oui, il y avait vraiment ce côté-là. Elle était aide-soignante dans les maisons de retraite pendant toute sa vie. Elle a eu beaucoup de passion dans son métier et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était dans le soin à la personne et dans l'aide à la personne, a toujours aidé les personnes en difficulté. Tu es la marraine de plusieurs associations en France, de Hand-L, de I Love Bénin. Oui, en fait, on avait créé à l'époque avec le club une association dont j'étais cofondatrice, on va dire. Et il y avait eu ce projet au Bénin. L'association existe toujours. Bon, je suis plus très active dans le milieu de l'association, mais il y avait eu un projet I Love Bénin de créer des sites, des dispositifs aussi ici. Bon, ça a pas vraiment décollé au final. Mais c'est vrai que j'avais cette volonté, c'était pour des jeunes filles dans les quartiers populaires en difficulté, par le biais du sport, par le biais de l'éducation, parce que je crois beaucoup en l'éducation par le sport, dans les valeurs du sport et dans ce qu'on peut apprendre, et pour, dans la vie de tous les jours, faire des rebonds importants. Et avec Anso, tu as quand même beaucoup développé des projets, notamment sur le plan associatif. Elle faisait partie d'Educand. C'est toujours une amie très très proche avec laquelle on a énormément d'échanges. Et c'est vrai que ce projet, on l'avait mené avec force alors qu'on était encore joueuse à ce moment-là. Donc on y passait du temps. Mais c'était important pour nous de ne pas faire que du hand, de faire d'autres choses et de s'épanouir aussi dans d'autres domaines. Tu viens par moment, en tout cas au Bénin, tu bosses avec la Fédération béninoise de handball pour donner, pourquoi pas, quelque part, pour donner au Bénin ce que le hand t'a permis d'avoir. Le sport, pour moi, ça reste un prétexte, en fait. Un prétexte pour partager, un prétexte pour être ensemble, un prétexte pour pas trop se prendre au sérieux, vivre des choses. Et là, c'est aussi un prétexte pour venir encore nouer des liens avec Sidikou, à la fédération. C'est génial. On se dit qu'il y a plein de perspectives. Avec vous, en formation, on passe des moments extraordinaires. Mais j'avais une excitation dans l'avion à venir faire ce projet avec Jocelyn. On était hyper contents de venir au Bénin et c'est même pour nous tellement enrichissant. Et donc voilà, c'est génial, c'est une autre culture. On apprend les uns des autres et ça reste pour moi l'essentiel dans le sport, que les gens s'identifient, viennent au match, passent des bons moments. Il y a un côté social aussi dans le milieu du sport et voilà. Alors tiens, avant de te laisser filer, on m'a dit que tu as un souci avec les prénoms. Ça se passe comment hein? Déjà, j'espère que tu gardes mon prénom. Herman. Ah, d'accord. Sinon, le souci avec les prénoms, comment ça se passe? C'est quoi ce problème? Mais comment tu as eu cette info? Écoute, on a quand même de petits tuyaux qui nous renseignent aussi. Hein. Oui, alors d'ailleurs dans le commentaire c'est jamais évident parce que parfois à tout moment je me dis je peux perdre un prénom d'une joueuse alors que je suis quand même expert donc ça peut m'arriver. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu cette focalisation sur les prénoms. Alors on rigole parce que souvent ils me disent attends, tu arrives à savoir les âges de tout le monde mais les prénoms par contre tu ne retiens pas. Je pense que c'est un héritage familial. Comme ma mère, elle retenait jamais les prénoms, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais trop mis un point d'honneur. Et du coup, ça me fait un handicap. Maintenant, je vais essayer de me reprendre. Hein, ça se trouve dans 2-3 ans. Ça se trouve dans 2-3 mois. Tu auras oublié mon prénom, c'est sûr. Donc Amélie, merci beaucoup de t'être ouverte, mais avec la plus grande sincérité. J'espère que tu reviendras
autant que tu peux au Bénin et que tu vas développer plein de projets pour le développement du handi. Ouais, je le souhaite aussi, ça me ferait vraiment énormément plaisir. En tout cas, là, dans le moment présent, c'est un moment juste extraordinaire. Je le vis à 100%. Je reviens de Gambier. Là, on est en train de faire une interview. On est à côté de l'Amazone. J'ai l'impression de vivre un rêve, en fait. Et quand je vais rentrer là dans l'avion, j'aurai une foule de choses en tête. Ouais, je vous remercie aussi et je te remercie pour ce moment agréable. Merci Amélie et à très vite.